troisième et dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Malika Cherjou, Almond-Louis et Jean-Marie Bitomo. Au Sénégal, le projet de loi de finances 2016 a été adopté. Il est estimé à 3 022 milliards de francs CFA, dont 1 048 milliards seront consacrés aux investissements. L'accroissement du budget d'investissement consacre l'effort de rationalisation des dépenses publiques entamé depuis 2012. Ibrahima Djoumaba. Au Sénégal, le gouvernement a adopté le projet de budget 2016. Estimé à plus de 3 000 milliards de francs CFA, la part réservée aux investissements s'élève à 1 048 milliards de francs CFA, soit 34,67%. Ce projet de loi des finances accorde la priorité à la mise en œuvre du plan d'action prioritaire du plan Sénégal émergent. Chaque année, le gouvernement fait l'effort d'accroître, en tout cas, les dépenses d'investissement, comme cette année, avec 1 048 milliards indiqués en tout cas par le ministre Seydou Gueye. Il ne sert à rien de mettre de l'argent quand on n'a pas très bien réformé. On ne peut pas changer de façon structurelle une économie. Les ressources qui sont en tout cas prévues pour ces 1 048 milliards-là seront pour l'essentiel tirées des recettes nationales, où il est prévu 1 700 milliards. Et je doute fort que notre économie ne soit pas quand même capable de produire autant d'argent. La transformation structurelle de l'économie occupera une partie importante du budget 2016. L'enveloppe consacrée aux investissements affiche une hausse de 85,572 milliards de francs CFA. Les économistes estiment que les investissements doivent être orientés vers les secteurs porteurs de croissance. Les secteurs stratégiques qui doivent porter l'économie du Sénégal, l'agriculture, la pêche, le tourisme, dans ces secteurs-là, on devait spécifier quand même les dépenses pour pouvoir comprendre qu'à partir de cet investissement-là, on peut effectivement booster notre économie. Mais je crois que la croissance va encore reposer sur les mines, les services comme le téléphone, toutes choses qui ne nous appartiennent pas et qui finalement ne font pas quand même la bonne économie du Sénégal. Les autorités ont précisé que l'accroissement du budget d'investissement consacre l'effort de rationalisation des dépenses publiques entamé depuis 2012. Le budget d'investissement concentrera 58% de ressources internes et 42% de ressources extérieures. Le programme d'urgence de développement communautaire lancé il y a quelques mois a été doté de 35 milliards de francs CFA. Jean-Marie, que pensez-vous de cette stratégie du gouvernement sénégalais qui est d'accroître la part des investissements dans le budget 2016 ? C'est une nécessité pour les économies africaines. Si vous voulez, depuis pratiquement une décennie, vous avez toutes les économies africaines qui postulent, si vous voulez, l'émergence. Une émergence, comme je le dis souvent sur ce plateau, elle se construit, elle ne se décrète pas. Donc que le Sénégal se lance, si vous voulez, sur des investissements qui tentent de relancer la croissance en partant sur des secteurs forts, des secteurs stratégiques. Et souvent, je dis, les États africains doivent se servir de leurs avantages comparatifs naturels et les convertir en avantages concurrentiels au niveau international. La plupart des économies africaines ont des leviers de croissance énormes dans le secteur agricole. Dans un pays comme le Sénégal, j'ai vu, en regardant le budget, c'est que vous avez une priorité qui est là-dessus, qui est axée sur le développement, sur les investissements, la lutte contre la pauvreté, ça va de soi. Donc, ce budget-là permet... Il y a une chose que je soulignerai là-dessus qui me semble relativement importante, c'est que vous avez le financement du budget de la loi des finances 2016 qui est pour une bonne partie, si vous voulez, financé à partir des ressources internes. Ce qui contribue, si vous voulez, comment dirais-je, à baisser le taux d'endettement de l'économie. Et tout ce qui est, si vous voulez, la charge de la dette, vous desserrez cette étreinte-là. Et le fait de partir dans les secteurs que moi j'appelle les secteurs stratégiques, à savoir tout ce qui est le secteur secondaire dans nos économies, plus l'agriculture, ça contribuera en même temps à desserrer, si vous voulez, la dépendance extérieure des économies africaines vis-à-vis de nos balances commerciales au niveau alimentaire. Donc, je pense que globalement, sans rentrer, je ne suis pas rentré dans le détail, si vous voulez, de toute la loi des finances, les grandes lignes stratégiques qui sont posées sont des lignes stratégiques qui sont opérationnelles. J'ai vu là-dessus, dans le sujet là tout à l'heure, vous avez un des interlocuteurs qui nous disait que les choses ne sont pas précisées. Moi, j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient précisées. Il y a une part du budget qui est allouée, si vous voulez, dans tout ce qui est des services sociaux. Vous avez une part du budget qui est allouée sur la construction des autoroutes. Vous avez une part du budget qui est allouée à la construction, comment dirais-je, d'avoir du chemin de fer entre le Mali et le Sénégal, ce qui contribue en fait à booster les échanges. Donc à partir de là, tout ce que je peux me dire, c'est que je souhaite tout simplement que l'applicabilité
soit effective pour pouvoir construire dans nos économies, c'est-à-dire des structures qui puissent favoriser l'émergence de nos économies. Merci. Dans l'actualité également, le marché du diamant au Botswana est dans la tourmente. La production a encore baissé au second trimestre 2015. En attendant une meilleure configuration, le gouvernement oriente sa politique économique vers d'autres secteurs. Oumou Kalsumba. Troisième producteur de diamants à l'échelle mondiale, le Botswana traverse actuellement une période de crise économique. La production de diamants a chuté de 5,4% pour la troisième fois consécutive en 2015, selon l'Agence nationale de la statistique. Conscient de cette situation, le gouvernement réoriente sa politique économique vers d'autres secteurs tels que le tourisme, l'agriculture et va décaisser 8,5 milliards de dollars pour sa mise en œuvre. Selon des analystes, il est légitime pour le chef de l'État de s'adapter à la baisse des cours du diamant. La production de diamants représente 75% des recettes du Botswana et 30% du PIB. Face à la baisse des prix du diamant, ce métal précieux donc qui représente l'épine dorsale même de l'économie du Botswana, il est tout à fait normal que les autorités en place prennent des décisions qui sont adaptées à la situation. Cela revient à amorcer la diversification de l'économie du pays et à ce niveau-là, il faut dire que c'est une bonne chose. On aurait souhaité sans doute que cela arrive un petit peu plus tôt, au vu de la dépendance du diamant, ce qui représente un peu plus de 75% des recettes d'exportation. Pour relancer son économie, le Botswana doit miser sur le tourisme. Le pays présente de réels potentiels touristiques pour relancer son économie. Hormis sa position géographique, le Botswana possède une importante richesse de la faune et de la flore, avec le désert du Kalahari, qui est la plus grande étendue de terre au monde, 2,5 millions de kilomètres. La diversification par le tourisme notamment et par l'agriculture, y compris les services, semble être une bonne voie à suivre, une bonne dynamique, étant donné que le pays a des atouts, particulièrement dans le domaine du tourisme, étant donné que le pays dispose d'espaces qu'il est possible de valoriser. Il y a le désert du Kalahari qui renferme un potentiel important en matière de tourisme durable. La proximité du pays vis-à-vis de la Namibie également et de l'Afrique du Sud représente des atouts parce qu'il est possible de mettre en place des produits en tout cas ou de s'appuyer sur le dynamisme de cette région en matière touristique pour attirer un nombre de touristes conséquents. En 2016, le Botswana va organiser la 10e conférence sur l'écotourisme et le tourisme durable, une opportunité de modernisation du tourisme pour ce pays producteur de diamants. Malik, le Botswana, c'est un pays qui est très dépendant de ses exportations de diamants. C'est une urgence que le pays diversifie sa production aujourd'hui? Bien sûr. On parle souvent des pays, des économies mono-exportatrices et on parle du pétrole. Là, vous avez une économie mono-exportatrice, mais là, c'est le diamant. Donc, comme le pétrole, qui est un peu, le diamant qui est un peu le pétrole, l'or noir du Botswana, il y a urgence, il faut diversifier, il faut se servir de cette manne providentielle que rapporte le Botswana. On a parlé là de 75% des devises du Botswana, 30% du PIB. Donc il faut se servir de cette manne pour diversifier les autres secteurs. Car si vous tardez, parce que qui dit que le cours du diamant va rester élevé? On ne sait pas. Les produits sur les cours internationaux, c'est très volatile. Que ce soit le pétrole ou les autres produits miniers. Il y a des experts qui disent vous aurez une tendance haussière pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais on n'est pas à l'abri d'une baisse, d'une conjoncture difficile. Donc il faut à tout prix justement mobiliser ces ressources-là, ces ressources financières gagnées grâce à l'exportation du diamant pour diversifier d'autres segments. Daouda l'a très bien rappelé dans le reportage. C'est comme ça qu'on se constitue une économie solide. Plus vous avez une économie diversifiée, plus vous avez des moyens d'atteindre des points de croissance via différents secteurs. Donc c'est une nécessité. Joël, le Botswana ne peut plus aujourd'hui s'appuyer uniquement sur la filière diamant. Effectivement, on peut s'étonner que cette diversification arrive aussi tardivement, d'autant que par le passé, notamment pendant la période 2008-2009, une première crise déjà avait affecté le cours du diamant. Donc on s'était attendu, malgré
un certain nombre d'annonces à ce que l'après-diamant se mette en place. Sauf que malheureusement, cette politique qui était volontaire sur le papier se heurtait à deux choses. D'une part, l'enclavement et d'autre part, ce dont on parlait tout à l'heure, la faible densité du pays qui compte 3 habitants au kilomètre carré. Donc voilà les difficultés auxquelles devra faire face le pays, mais qui semblent effectivement totalement déterminées et en même temps il n'a pas le choix à passer à l'ère de l'après-diamant et de la diversification de l'économie. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. Le Maroc veut tripler le chiffre d'affaires de son secteur minier d'ici à 2025. Actuellement de 5 milliards de dirhams, il pourrait ainsi passer à 15 milliards de dirhams dans 10 ans. Un objectif qui entre dans le cadre de la stratégie nationale de développement du secteur minier, phosphate non compris. Jean-Marie, d'après vous, pourquoi est-ce que le Maroc veut aujourd'hui mettre l'accent sur son secteur minier ? C'est le secteur fort du Maroc. Il faut pas. Je viens de parler tout à l'heure là des avantages compétitifs naturels qui sont transformés, c'est-à-dire chaque économie africaine doit se reposer sur ces secteurs forts. Aujourd'hui, ça fait depuis des décennies que le point fort qui tire l'économie, marocaine vers le haut, c'est son secteur des phosphates. Donc il convient maintenant, si vous voulez, de rationaliser ça et de penser à une transformation beaucoup plus aboutie sur place de cette phosphate-là. Et il est tout à fait logique, si vous voulez, parce que l'économie marocaine aujourd'hui, si vous voulez, bénéficie des transferts de technologies qui sont relativement importants. Donc, à travers ces transferts de technologies-là, on peut ajouter, si vous voulez, de la valeur ajoutée, de la plus-value à ce qui est produit, si vous voulez, dans le secteur des phosphates, de manière en sorte que on fasse que la plus-value additionnelle qui vient s'y ajouter soit beaucoup plus importante pour l'économie marocaine. Mais de ce point de vue-là, je pense que c'est une économie qui anticipe énormément sur les tendances internationales et qui devient de plus en plus une plateforme relativement incontournable, si vous voulez, au niveau de l'Afrique, que ce soit en termes de contact avec les investisseurs étrangers, et c'est un pays qui se vend très 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 bien, si vous voulez. Depuis que le secteur du tourisme a un peu baissé, je pense que vous avez l'industrie qui prend le relais au Maroc, dans la mesure où vous avez une volonté publique affirmée derrière qui favorise, si vous voulez, l'afflux des investisseurs étrangers. Alors justement, Malik, le Maroc est surtout connu pour donc sa production de phosphate. Là, aujourd'hui, dans cette politique, cette stratégie nationale de développement du secteur minier, les phosphates ne sont pas compris. Alors est-ce que justement ça peut attirer de nouveaux investisseurs, de mettre en lumière les autres ressources minières ? Oui, c'est une nécessité. Le Maroc, l'Office national des hydrocarbures au Maroc a longtemps misé sur le phosphate. On sait que le Maroc est un très grand producteur de phosphate, c'est le premier au monde, mais il faut justement voir d'autres potentialités. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a l'étain, il y a le colbate, notamment dans des régions qui souffrent justement d'un enclavement certain, comme les régions de l'Atlas, de l'anti-Atlas. Donc ces régions-là, elles ont des potentialités économiques incroyables. Et si demain le Maroc s'intéresserait davantage à la production de ces minerais, ça permettra de désenclaver, de faire émerger sur le plan économique des régions qui sont encore en retard. Il y a encore ce problème d'inégalité régionale au Maroc. Il faut profiter de ces potentialités minières-là. Une diversification s'impose dans la production des minerais. C'est tout à fait possible. On peut tripler justement les chiffres d'affaires dans ce domaine-là. Et je pense que le Maroc a tous les atouts. Il faudra néanmoins, je pense, éclaircir certains points dans le code minier et permettre aux investisseurs étrangers d'y voir plus clair justement dans l'exploration de ces ressources-là. Joël, une réaction rapide par rapport à cet objectif du Maroc ? Je veux juste rebondir sur ce que vient de dire Malik. Justement, la modernisation de la législation, c'est ce que le Maroc a décidé de faire en adoptant en juillet dernier une loi, la loi 3313 relative aux mines, justement pour un petit peu toiletter. Donc effectivement, tout n'est pas parfait, les choses sont en train de se mettre en place, mais effectivement, on voit bien la volonté du pays d'aller dans le sens qui s'est donné, à savoir booster le secteur minier et obtenir les objectifs qu'il a dans l'horizon 2015-2025. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 4e volet de cette semaine consacré au Bénin. Jean-Marie, merci d'avoir été là. Merci Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs et aux chères téléspectatrices d'Alfred Pierce. Malik, merci également. Merci Fanny, toujours un plaisir d'être parmi vous. Et Joël, merci. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.